En 2010, le Centre scientifique de Monaco fêtait ses 50 ans. 3 ans plus tard, en 2013, il quittait ses locaux historiques au musée océanographique pour emménager dans un site entièrement neuf de 2500 m², adapté à ses contraintes de fonctionnement sur le quai Antoine Ier. Aujourd'hui, le CSM s'agrandit et accueille de nouveaux laboratoires de recherche pour continuer à offrir une approche pluridisciplinaire au service de la connaissance de la biodiversité, de la gestion de l'environnement et de la santé. Nous allons vous faire découvrir ce nouveau plateau scientifique qui positionne Monaco au premier plan des pays qui s'engagent afin de tenter de répondre aux principaux enjeux auxquels doit faire face aujourd'hui le monde, qu'il s'agisse d'enjeux environnementaux ou médicaux. Le centre scientifique a une stratégie de recherche extrêmement originale et peut-être même unique au monde. Parce que de par la conjonction sur un même site, en partageant les mêmes facilités, en partageant le même plateau technique de chercheurs issus d'horizons différentes, et c'est une grande originalité. Pourquoi? Parce que nous espérons pouvoir, grâce à ces collaborations, mer-médecine, développer à partir des produits de la mer des molécules thérapeutiques qui pourront s'appliquer aux patients. L'activité du CSM s'articule autour de 3 départements. Le département de biologie marine, le département de biologie médicale et celui de biologie polaire. Le département de la biologie marine regroupe les équipes historiques du centre. C'est en effet avec l'étude de l'écosystème corallien que l'aventure a débuté. À la fin des années 80, le gouvernement français avait souhaité revenir sur une recherche vraiment très fondamentale à une époque où Monaco venait d'adhérer à un accord partiel du Conseil de l'Europe sur les risques écologiques majeurs. Et il était apparu à ce moment-là que l'étude des coraux et des récifs coralliens était réellement le sujet le plus intéressant parce que les coraux sont les meilleurs bioindicateurs des changements climatiques. Quand on regarde les effets des changements climatiques, en particulier du réchauffement sur l'environnement, les effets sont très nombreux, mais le seul qui est visible à l'œil nu en quelques jours, c'est réellement l'effet sur les récifs coralliens, un phénomène qu'on appelle le blanchissement des coraux. Les recherches qui sont menées dans le département de biologie marine sont extrêmement variées, mais portent toutes sur les coraux. Au départ, on a travaillé juste sur des coraux tropicaux. Puis au cours du temps, on est passé à d'autres modèles pour pouvoir mieux expliquer la réponse de ces coraux. Alors on est passé aux gorgones méditerranéennes. Et puis récemment, on s'intéresse aux coraux des profondeurs, des grandes profondeurs, ceux qui vivent à 500 000 mètres de profondeur. Parce qu'on s'est aperçu que ces coraux forment carrément de vrais récifs comme les coraux tropicaux, mais ils sont également soumis à la pollution parce qu'on retrouve par exemple des polluants, des pesticides au niveau de ces récifs profonds. Ça c'est CRUCA1 ici, purifié, et CRUCA4 purifié en SP6. Le problème c'est quand ils utilisent des plasmides, ils ont 2 bandes en transcription. Le corail présente en effet des particularités qui le rendent unique, mais qui peuvent également être source d'enseignement. Son squelette calcaire est par exemple minutieusement étudié par des équipes spécialisées qui travaillent en parallèle les unes des autres. On a des approches de biologie moléculaire, de biochimie, de microscopie, de physiologie. Et par toutes ces approches-là, on essaye de caractériser. Alors on part de l'organisme et on va vraiment jusqu'au gène. On passe par les tissus, par les cellules. Et pour cela, on est obligé de faire plusieurs approches en parallèle. Et donc on a des gens qui sont relativement spécialisés dans ces différentes approches. Dans cette optique, Natacha, par exemple, a recours à une technique bien spécifique pour se plonger dans l'infiniment petit. En fait, on part de squelettes de corail, donc on a débarrassé le corail de ses tissus avec un petit bain de javel. On a séché ce squelette, puis on l'a coupé en petits fragments. Voilà, donc j'ai des petits fragments de squelette. Et le but, ça va être de le réduire en poudre grâce à un appareil qui s'appelle un cryobroyeur. Donc nous avons un petit piston comme ceci, nous mettons le squelette, les petits morceaux de squelette dedans. Et à l'intérieur de ce cryobroyeur, il y a un bain d'azote liquide, voilà, donc qui est à moins 180 degrés. Et le petit piston bougeant de manière très rapide va pulvériser le squelette en poudre, voilà, ce qui va nous permettre de travailler sur la poudre du squelette.
À l'intérieur, on va y trouver des protéines. On appelle ça des protéines de matrice, qui sont un petit peu comme du béton armé, comme dans les bâtiments, le béton armé. Et en fait, on va essayer de comprendre la structure de ces protéines, les caractériser, parce qu'il y en a très très peu dans le monde qui ont été caractérisées. Et voilà, pour savoir pourquoi les protéines, les coraux ont toutes ces formes de squelettes différentes. Pour mener à bien ses études, Natacha puise dans le vivier des coraux tropicaux du centre. Tous ont été plongés dans des eaux au pH différents. Dans cette unité, les études portent aussi sur l'observation des molécules au sein des cellules des coraux, à l'aide d'un matériel de pointe comme ce microscope confocal. Il s'agit de comprendre la physiologie et le processus de calcification des coraux dans un contexte d'acidification des océans, ce phénomène ayant pour conséquence de retarder notamment la calcification. Aujourd'hui, le mystère reste entier. On fait nos mesures dans l'eau de mer, le corail là et les vivants dans l'eau de mer. On peut ajouter les sondes fluorescentes et on utilise un laser pour un moyen de lumière pour voir les cellules, les objets dans l'intérieur des cellules, les nouveaux éléments de squelette, les nouveaux cristaux qui se forment. On peut bien contrôler la chimie de l'eau de mer aussi. On peut acidifier l'eau de mer et voir comment ça change, comment ça peut poser des problèmes pour le processus de calcification. Les rayons X permettent, eux, de lire les événements environnementaux qui ont orienté la croissance du corail au cours de sa vie. Un peu plus loin, c'est l'enveloppe du corail qui est scrutée. On travaille sur l'étude de la réponse des coraux face au changement global, donc à la variation de la température, de l'intensité lumineuse ou d'une variation en concentration en sels nutritifs dans l'eau. Et à l'issue de chaque expérience, en fait, on va extraire le tissu du corail, c'est-à-dire qu'on va détacher le tissu au moyen d'un petit jet d'air, et puis ensuite, après certaines manipulations, on va pouvoir séparer la partie animale de la partie algale, et puis mesurer certains paramètres physiologiques clés comme la concentration en chlorophylle, en protéines, lipides, ou compter le nombre de zooxanthelles présents au sein de l'individu. Ça peut nous aider à comprendre le fonctionnement d'autres symbioses marines, et puis on peut ensuite appréhender la réponse physiologique des coraux, d'autres animaux présents en milieu marin, aux variations du climat, au changement global. Et sa renommée mondiale, le centre scientifique la doit aussi à la culture des coraux. D'immenses aquariums abritent toutes sortes de boutures qui faciliteront ensuite les approches d'investigation expérimentale. On a à la fois des réponses sur comment les hommes doivent se comporter vis-à-vis des coraux, des crèmes solaires par exemple, des touristes qui vont se baigner dans les récifs coralliens, attaquent les coraux et les détruisent. Donc ça peut être une réponse à pourquoi les récifs coralliens de mer Rouge, par exemple ceux d'Égypte, se dégradent progressivement à cause de toutes ces... Et ensuite, les coraux peuvent par exemple synthétiser des molécules qui peuvent protéger les hommes contre les changements climatiques aussi. On a montré qu'ils synthétisent des acides aminés de type mycosporine. Et en fait, ce sont les meilleurs protecteurs contre les rayonnements ultraviolets. Certaines découvertes sur les coraux permettront notamment d'élaborer les crèmes solaires du futur. Des crèmes biologiques réalisées avec des produits dont se servent les coraux. Dominique est en charge des aquariums où sont cultivés les coraux, un espace magnifique qui n'a pourtant pas une vocation esthétique. Dans chacun de ces grands bacs se trouvent des coraux qui vont servir à des études. Tous sont répertoriés grâce à des puces électroniques. L'eau dans laquelle ils grandissent est puisée au large du musée océanographique avant d'être acheminée et filtrée au quai Antoine Ier. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Il y a la luminosité aussi, on a travaillé beaucoup sur la luminosité, sur le courant aussi, le brassage, et aussi beaucoup sur le sédimentaire, et aussi la qualité d'eau aussi qui est très importante. Hein. C'est des facteurs et des paramètres très importants pour avoir ce qu'on a actuellement dans ces salles, hein, du corail magnifique.
Moins concret peut-être, mais pourtant tout aussi important, l'économie environnementale est l'un des autres volets de l'activité du département de biologie marine. Cela permet d'étudier les conséquences socio-économiques des changements globaux sur les océans. Ça regroupe essentiellement donc, la recherche et aussi l'organisation de workshops pour pouvoir amener le discours des biologistes vers les décideurs politiques. Donc on a essayé de donner des chiffres qui illustraient le travail des biologistes. Je pense qu'effectivement c'est de plus en plus quelque chose qui intéresse les décideurs politiques. Ils ont envie de savoir ce qui se cache derrière ce qu'annoncent les scientifiques, donc l'aspect humain, l'aspect économique. Le département de biologie médicale fait lui le lien entre la recherche fondamentale et les applications cliniques. Le cancer et ses différentes formes sont au cœur des recherches menées ici. Il faut savoir qu'un réseau vasculaire se développe dans les tumeurs pour les alimenter en oxygène et en nutriments. Tout l'enjeu des études est de déterminer des thérapies ciblant ce réseau vasculaire pour contenir la progression de certaines tumeurs. Ce sont des pistes qui sont très importantes parce que finalement on s'aperçoit que la vascularisation tumorale est un phénomène très important, à partir duquel ont déjà été dérivés des médicaments qui sont utilisés en clinique actuellement. Mais malheureusement, on s'aperçoit qu'après une réponse transitoire des patients, les patients finissent par évoluer. Et donc on étudie plus spécifiquement ces phénomènes d'échappement à ces drogues qui sont actuellement utilisées en clinique. Et ça, on arrive à découvrir des pistes très importantes maintenant pour pallier ces résistances. Des milliers de cellules humaines sont donc scrutées et lorsque l'équipe de Gilles Pagès se penche sur ces vaisseaux qui nourrissent les tumeurs et leur permettent de se développer, en parallèle, les travaux menés par Jacques Puisségur portent, eux, sur ce qui se passe à l'intérieur d'une cellule. Ce pourquoi mon équipe est connue, et maintenant avec la partie ici sur Monaco, c'est sur ce qu'on appelle l'hypoxie tumorale. Tumeurs qui se développent, et surtout celles qui se développent très rapidement, vont très vite utiliser les nutriments, le glucose, vous voyez, des éléments essentiels, et aussi l'oxygène. Et on s'est rendu compte depuis une dizaine d'années que ces cellules, ces tumeurs qui se développent très rapidement, pour prendre un exemple, ce n'est pas toutes les tumeurs, mais un glioblastome, tumeur du cerveau, un cancer du sein, pas n'importe quel cancer du sein, heureusement c'est une faible proportion, les triples négatifs, c'est des tumeurs qui se développent très rapidement, qui se mettent en hypoxie, et l'hypoxie est capable, c'est-à-dire ce manque d'oxygène, fait que la cellule se protège, elle induit de nouveaux gènes qui vont donner de nouvelles propriétés à la cellule pour essaimer. Donc, mieux connaître la cellule tumorale dans son micro-environnement et essayer de valider de cibles par la génétique moléculaire de manière à pouvoir offrir de nouvelles approches thérapeutiques. Ces différentes études rejoignent l'engagement plus général de la principauté dans la lutte contre le cancer. Depuis février 2014, le prince Albert II a pris la présidence d'honneur de l'Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer, succédant à ce poste à son Altesse royale, la princesse Astrid de Belgique. Autre domaine d'action, la recherche sur les maladies neuromusculaires. Le 1er octobre 2014 a été inauguré dans les locaux du CSM les installations du laboratoire international associé avec l'Université de Versailles, dédié à l'innovation en biotechnologie et les dispositifs médicaux pour la prise en charge des complications des handicaps neuromusculaires, neurologiques et moteurs. On a tout essayé, la thérapie génique, donc il y a eu vraiment des fonds importants, la thérapie cellulaire, et quelque chose a émergé. Quelque chose a émergé, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le space switching, qui est en essai clinique avec les premières molécules de première génération par les Américains et les Hollandais. Et on a eu la chance, dans notre projet, d'avoir le bon casting, et on a identifié une nouvelle chimie qui, à mon avis, est plus prometteuse que les autres. Et de là est parti le projet d'installer une activité à Monaco, une activité en Suisse, d'où vient cette chimie, et une activité à Versailles. Au CSM, ce qu'on va voir, c'est un laboratoire bien équipé, capable d'évaluer l'efficacité finale de nos molécules. Maintenant, l'étape, c'est de passer en clinique, et c'est ce qu'on veut faire ici.
Maintenant, ce qu'on fera ici, c'est plus la souris, c'est pas les modèles animaux, c'est le médicament humain, de concert avec Berne et Versailles. Dépend également du département de biologie médicale un observatoire sur l'utilisation du sang de cordon dans le traitement de la drépanocytose. Il s'agit du projet Monacord. La drépanocytose est une maladie de l'hémoglobine qui affecte principalement les personnes originaires d'Afrique subsaharienne. Enfin, le plus récent des départements du Centre scientifique de Monaco est le département de biologie polaire. Ces travaux portent sur l'utilisation des manchots comme indicateur des changements des écosystèmes polaires. C'est des petites puces complètement inactives, donc c'est inséré sous la peau, il n'y a pas besoin de chirurgie ou quoi que ce soit, ça se fait très simplement comme pour votre chat ou votre chien chez le vétérinaire, hein, c'est aussi simple que ça. Et avec ça, donc, on peut suivre un très grand nombre d'individus sur toute l'échelle de leur vie. 3 types de manchots sont ainsi étudiés sur 3 sites différents dans les archipels de Crozet et Kerguelen et en Terre Adélie. Les conclusions de ces observations permettront de mieux évaluer le potentiel d'adaptation de ces organismes et leur capacité d'évolution face aux changements rapides de leur environnement. Une réponse de plus dans le vaste questionnement qu'ont entamé les différentes équipes qui se côtoient au sein du centre scientifique. On essaye d'arriver à rassembler, et ça c'est exceptionnel hein, dans le monde scientifique, de rassembler dans un même laboratoire des chercheurs travaillant vraiment dans des domaines très éloignés qui normalement ne se parlent jamais, qui ne connaissent même pas souvent les recherches de ces autres équipes. Et ici, les gens peuvent réfléchir, discuter ensemble, non pas pour comme biologiste marin se mettre tout d'un coup à travailler sur des cellules cancéreuses, mais pour avoir des idées comme ça à l'interface de ces différentes disciplines. Toutes ces études sont donc des recherches au long cours, mais elles contribuent à la reconnaissance internationale dont bénéficie aujourd'hui le Centre scientifique de Monaco à travers le monde. Elles pourraient également, à terme, déterminer des directions scientifiques dont l'importance pourrait s'avérer majeure et favoriser l'émergence de projets innovants.